Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur certaines informations que contient le troisième article paru de Vanity Fair, dans lequel sa journaliste a pu revenir avec nos deux amis Payne et McKay, les showrunners de la série, sur quelques éléments. Et plus particulièrement deux ont retenu mon attention, l'histoire de la série et la potentielle nouvelle Narsil. Alors commençons par le plus important, l'histoire. Les deux hommes ont clarifié ce qu'Amazon a acheté en termes de droits. Ils peuvent donc utiliser tout ce qui se trouve dans la communauté de l'anneau, les deux tours, le retour du roi, les annexes et le Hobbit. Et c'est tout. Amazon n'a pas les droits sur le Silmarillion, ni les contes inachevés, ni l'histoire de la Terre du Milieu ou aucun autre livre. Leur plus grosse restriction était d'ailleurs de ne pas contredire de manière flagrante des éléments décrits dans d'autres livres. Outre les fameuses annexes de la fin du Retour du Roi, donnant beaucoup d'informations sur le second âge, les scénaristes se sont servis de passages de la trilogie où il était fait référence à des événements de cette période. Ainsi, le duo cite les chansons La Chute de Gil-galad et la chanson d'Aerendil, mais aussi certains chapitres de la communauté de l'anneau, notamment le Conseil d'Elrond, l'ombre du passé, ou encore concernant les hobbits. De plus, ils nous confirment qu'ils ont travaillé en étroite collaboration avec les fameux Tolkien Scholars, les universitaires spécialistes de Tolkien, ainsi qu'avec la Tolkien Estate, pour valider leur histoire et faire en sorte qu'elle s'inscrive dans ce qu'a écrit ou pensé Tolkien. Par contre, visiblement, les showrunners n'ont pas souhaité revenir sur les fameuses rumeurs faisant état que la Tolkien Estate les aurait autorisés à se servir de quelques éléments supplémentaires présents notamment dans le Silmarillion. Ils ne sont pas non plus revenus sur le fait que beaucoup d'acteurs de la série s'affichaient sur leurs réseaux sociaux, et en premier lieu Instagram, en lisant le Silmarillion au tout début du tournage de la série. On en apprend ensuite un peu plus sur l'architecture de la série. Celle-ci sera donc centrée sur 4-5 grandes histoires représentant les grandes épopées du second âge. La première est la Forge des Anneaux, avec bien évidemment au cœur de l'intrigue le forgeron elfe Celebrimbor, joué par Charles Edwards, ainsi qu'apparemment le jeune Elrond qui en est région travaillera à reconstruire les alliances endommagées avec les nains, y compris avec son vieil ami le prince Durin IV. Et en parlant du nain, les showrunners reviennent sur la compression temporelle et l'impact de celle-ci sur la lignée de Durin. Puisque comme il le rappelle également, dans les livres, les Durins n'ont pas vraiment de lien de filiation, mais sont normalement plus ou moins une réincarnation. Or, dans la série, Durin IV, joué par Owen Arthur, est bien prince et vivra en même temps que son père, le vieux roi Durin III, qui, de la bouche des showrunners, est joué par un acteur qui sait quelque chose sur le fait de jouer un mauvais père. Cela pourrait très bien correspondre à l'acteur notamment de Westworld, Peter Mullan. Ainsi, contrairement au livre, ce ne serait peut-être pas Durin III le premier possesseur d'un anneau de pouvoir, mais Durin IV. La deuxième grande histoire est l'ascension de Sauron lui-même, alors qu'il était encore sous forme physique. La troisième, elle, est l'ascension et la chute du royaume insulaire de Numénor, où les showrunners ont apparemment bien appuyé sur la chute. L'article nous parle alors de disputes pour la succession au trône de Numénor entre Tar-Miriel et Ar-Pharazôn, et nous promet des intrigues politiques un peu à la Game of Thrones. Un autre personnage que l'on suivra dans cet arc est celui d'Isildur, joué par Maxime Baldry, qui est à l'époque un jeune marin. McKay le décrit comme un Michael Corleone, un jeune homme qui a de l'optimisme et de l'immaturité. Et cela nous amène à la dernière grande partie de l'histoire, la dernière alliance des elfes et des hommes, avec la relation d'Isildur avec son père Elendil et sa tentation pour l'anneau. Ces 4 trames se dérouleront sur toutes les saisons de la série, mais les showrunners précisent que la première saison est entièrement consacrée aux héros. Et je me permets de les citer, nous ne voulions pas quelque chose centré sur les méchants. Nous voulions présenter ces mondes et les peuples qui les habitent, ainsi que les principaux héros et personnages, certains que vous connaissez et d'autres qui sont nouveaux. En saison 2, nous irons un peu plus profondément dans le lore et les histoires que les gens attendent d'entendre. On notera une précision des showrunners qui en rassurera probablement certains, l'histoire d'amour compliquée entre l'elfe Arondir et l'humaine Bronwyn ne dominera pas l'intrigue de la première saison. Mais il semblerait qu'il nous faille attendre la saison 2 pour que les plus grands événements du second âge commencent à se dérouler. L'article aborde ensuite la continuité visuelle de la série avec les films de Peter Jackson. À la question « Cela ressemblera-t-il au Seigneur des Anneaux ?»,
Les showrunners ont expliqué que l'objectif était de rendre l'histoire de la série différente mais familière, le tout sans entrer en conflit avec le monde cinématographique créé par Jackson. Ainsi, la costumière des Anneaux de Pouvoir, Kate Hawley, est celle qui a travaillé sur les films Le Hobbit de Jackson. De même, John Howe, directeur artistique et dessinateur de légende, qui a bien sûr énormément œuvré en duo avec Alan Lee pour Peter Jackson, a prêté ses talents à la série. Payne et McKay avaient même d'ailleurs contacté Peter Jackson pour discuter avec lui, mais à cause du Covid et de leur emploi du temps respectif assez chargé, cela ne s'est jamais fait. L'article prend ensuite l'exemple des choix de casting tels que Morphy Clark et Robert Aramayo, choisis en partie pour leur ressemblance avec Cate Blanchett et Hugo Weaving. De même pour Benjamin Walker, qui interprète le nouveau Gil-galad, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la version du personnage incarné par Mark Ferguson, que l'on ne voit que quelques secondes sans même une seule ligne de dialogue. L'article poursuit en disant que pourtant la production design, bien que similaire, n'essaie pas de correspondre au film de Jackson. Par exemple, la légendaire épée brisée du roi Elendil, Narsil, qui a fait ses débuts sur l'une des affiches promotionnelles de Prime Video, ne semble pas identique à celle finalement reforgée et utilisée par Aragorn de Viggo Mortensen dans Le Retour du Roi. La série a comme avantage que ces lieux importants n'ont jamais été montrés. Attendez, quoi? Ça c'est Narsil, ça? Mais c'est Gilbert Montagnier qui l'a dessiné de mémoire, ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un pari qui a été perdu? Quelque chose? Pourquoi Amazon se serait littéralement fait chier à choisir un acteur qui est le sosie d'un personnage que seuls les fans des films connaissent pour changer radicalement le design d'une épée qui, elle, est reconnaissable par toute personne ayant vu le film une seule fois dans leur vie? Vous pouvez pas citer sans arrêt Peter Jackson, cité 16 fois dans l'article. Je les ai vus, j'en suis sûr. Je les ai comptés. Pour au final pondre ça comme design de Narsil. Bon, après on peut se dire que l'épée pourrait être abîmée en combat durant la série, voire brisée une première fois. Ouais, il s'est dit, bon, ça me plaît pas, on vire. Ça me plaît pas, on vire. Là, on le vire un peu comme ça. La lame, il y a eu des problèmes. Ça, voilà, tac, tac. Les petits bouts qui restent, bon, on va les rajouter là, tac, avec un rond au milieu. Pareil pour ici, un petit bout là, tac. Au milieu, voilà. Et puis bien évidemment, ça on lisse, voilà, là, et puis pareil, là, le soleil c'est has-been, et voilà. C'est de la merde. Bon, blague à part. Déjà, lorsque The Wandering a interviewé l'intervieweuse de Vanity Fair, ils lui ont demandé si oui ou non il s'agissait bien de Narsil. That you think it's Narsil, or is that a confirmation that we're looking at Narsil? Celle-ci a donc répondu « Je vais jouer la sûreté et dire plutôt sûr ». I'm gonna be safe and say pretty sure. Donc de ce que j'en retiens, c'est que Narsil n'est pas citée dans ces épisodes, elle en a seulement déduit en la voyant portée par Elendil qu'il s'agissait de l'épée. Et surtout, ce ne sont pas les showrunners qui ont dit qu'il s'agissait de Narsil. Sinon, elle n'aurait pas pris autant de pincettes et aurait répondu franchement « Oui, j'en suis sûr ». Ma théorie est que Narsil n'est probablement pas visible dans les 3 premiers épisodes que la journaliste de Vanity Fair a pu visionner. L'épée étant un héritage familial très symbolique, elle est très probablement placée soit en décoration dans la maison d'Elendil, soit gardée en lieu sûr afin que Pharazôn ne mette pas la main dessus. De plus, on m'a très judicieusement fait remarquer que l'épée tenue par la statue de l'un des ports de Númenor ressemble assez à Narsil. Chose qui serait assez logique si on estime qu'il est représenté ici Elros, frère jumeau d'Elrond et premier roi de Númenor. De plus, on a l'impression que seule cette partie de la statue est floue, ou en tout cas donne un aspect gommé. Peut-être justement afin que les fans ne puissent pas dire s'il s'agit de l'épée légendaire Narsil ou d'une autre. Donc la phrase en elle-même peut inquiéter et décevoir. Et je vous l'avoue, voir Narsil avec ce design sans avoir repris celui de Jackson me décevrait assez. Mais il ne faut pas oublier que la phrase a été écrite par une journaliste, aussi compétente soit-elle, qui ne se base que sur ses impressions et qui n'a vu seulement que 3 épisodes de la saison. Pour moi, je ne peux pas croire que nous ayons un sosie de l'ancien Gil-galad, des nains quasi identiques au film, un Lindon ressemblant autant à la Lorienne, mais qu'à côté, Narsil ait été complètement transformé au point d'être méconnaissable. Bon, revenons ensuite sur du plus positif.
Les showrunners ont parlé également de l'utilisation de CGI, les effets spéciaux en somme, en confirmant ce que j'avais pu vous dire, même si la série contiendra bien évidemment des effets numériques, ils ont essayé d'utiliser le plus d'effets pratiques et de lieux réels possibles. Ils donnent comme exemple la ville naine de Khazad-dûm qu'ils voulaient au départ filmer sous une vraie montagne en Nouvelle-Zélande, dénommée The Lost World, et qu'ils ont finalement reproduit en studio. De même, ils précisent bien que lorsque l'on verra des orques dans la série, il s'agit de gars en costume et non de tas de pixels. Et finalement, la scène la plus compliquée que les showrunners aient écrite pour la première saison, en termes d'effets spéciaux, est une scène dans laquelle un elfe et un nain marchent ensemble dans un couloir. Avant de passer au dernier gros élément, je voulais revenir sur le personnage de Markella Kavenagh, que l'on a pu voir dans le trailer, qui joue un pied velu, et qui a, selon l'article, le nom de Nori Brandyfoot. Un choix de prénom qui me surprend assez, puisque l'un des nains de la compagnie de Thorin, bon ok certes pas le plus connu, porte déjà un prénom similaire. Un autre élément appréciable et rappelant les films de Jackson, McKay explique qu'ils ont adopté le dialogue à chaque type de personnage, les Harfoot parlent avec une cadence irlandaise, tandis que les elfes parlent dans des phrases britanniques élevées. Et pour finir, un tout petit mot sur le mystère Howard Shore, puisqu'il semblerait que finalement nous n'ayons encore jamais entendu une seule note du compositeur pour la série. Je faisais état il y a quelques mois d'une rumeur selon laquelle Shore et Bear McCreary avaient été engagés par Amazon pour composer la musique de la série, ce qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, la musique de la fameuse vidéo d'annonce du titre, aux 12 accents du Seigneur des Anneaux, a été réalisée par McCreary seul. Et là, on entre dans le bizarre puisque le compte officiel d'Amazon avait répondu sur Twitter et sur Instagram qu'il s'agissait de la musique d'Howard Shore. Ces deux messages ont été par la suite supprimés par Amazon. Déjà là, il y avait un truc pas super net, et dans le trailer, rebelote. Cette fois encore plus bizarrement, puisque c'est l'article de Vanity Fair lui-même qui a été modifié après parution afin de supprimer le nom d'Howard Shore concernant la musique de la série et réécrire totalement le paragraphe. Et à ma connaissance, actuellement la musique qu'on entend dans le trailer n'a été composée ni par Shore, ni par McCreary. Il faudra donc attendre une confirmation d'Amazon précisément sur ce sujet. On pourrait imaginer qu'ils réservent l'annonce et la présentation du ou des compositeurs pour une vidéo spécifique, comme ça avait été le cas pour les showrunners, scénaristes et producteurs. C'est en tout cas toutes les informations majeures que l'on pouvait tirer de Vanity Fair, et je vous propose de me retrouver samedi 5 mars, à 21h environ, pour un premier live Twitch, dont le lien sera en description, afin de discuter de la série, des dernières informations et du trailer, mais aussi de vos craintes et de vos attentes, le tout en jouant au Seigneur des Anneaux Online, jeu extrêmement fidèle au livre de Tolkien, bien qu'au gameplay et au graphisme un peu daté. Et ce coup-ci c'est bien tout pour l'instant, merci à vous et à la prochaine.